4,44 milliards de dollars. Ainsi s'élève l'enveloppe financière consacrée par l'Algérie aux importations alimentaires au premier semestre 2017, ce qui équivaut à une progression de 9,6% par rapport à l'année 2016 où cette enveloppe était de 4,05 milliards de dollars. Cette progression est principalement due à l'augmentation de la facture des importations de blé et de ses produits dérivés tels que la semoule et la farine, établie à 1,47 milliard de dollars, soit 33% du montant total contre 1,39 milliard de dollars enregistrés sur la même période l'an dernier. La tendance est également à la hausse pour d'autres produits alimentaires, notamment le lait, plus 54,2%, la viande, plus 12,2% et les légumes secs, plus 8,35%. Troisième importateur mondial de blé derrière l'Égypte et l'Indonésie, l'Algérie a pourtant suspendu début juillet 2017 l'importation de 24 types de produits alimentaires et industriels afin notamment de limiter la baisse de ses réserves de change consécutives à la chute des cours du pétrole. L'Algérie s'oppose à tout recours à l'endettement pour financer son déficit. L'annonce a été faite par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune qui estime que face au déséquilibre macroéconomique dans le contexte du recul des recettes pétrolières, l'Algérie voudrait compter sur ses propres capacités, petites ou grandes soient-elles. Selon lui, il est hors de question de recourir à l'endettement extérieur ou même d'y penser. Abdelmadjid Tebboune a déclaré que son pays refuse d'hypothéquer sa souveraineté, quelle que soit la situation, et qu'il a les moyens de poursuivre le financement des projets de développement prioritaires, les importations et aussi les paiements des salaires. Une rationalisation de l'effort d'investissement sera cependant observée, étant donné que les investissements publics accaparent près du tiers du PIB du pays. Entre 2015 et 2016, le résultat net des banques exerçant au sein de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est passé de 124 milliards de francs CFA à 87 milliards de francs CFA, soit une baisse de 37 milliards de francs CFA, représentant une diminution de 30% en valeur relative. Cette forte baisse s'explique par la difficile conjonction qui règne dans la zone, avec en toile de fond un recul de la croissance de 0,2%. Autre facteur favorisant, la baisse drastique des cours du pétrole sur le marché mondial qui affecte 5 des 6 pays membres de la CEMAC. Du 7 au 9 décembre 2017, la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte abritera le Forum Africa 2017. Il s'agit d'un rendez-vous de haut niveau qui offre aux participants une occasion inégalée de promouvoir le commerce et les investissements en Afrique, en particulier les investissements transfrontaliers. Ce forum réunira des délégations de haut niveau de dirigeants politiques et économiques de l'Afrique et du monde, notamment des chefs d'État et des PDG les plus importants du continent. Les activités commenceront par une journée des jeunes entrepreneurs qui permettra aux jeunes de rencontrer leurs aînés, des mentors, des business angels et des sociétés de capital risk pour partager des idées, développer des réseaux et concrétiser des projets d'avenir. Ce sera aussi l'occasion pour l'Égypte de présenter des projets de grande envergure, dont la construction d'une nouvelle capitale à 45 km du Caire et plusieurs projets de zones économiques spéciales et de zones industrielles le long du canal de Suez. Les importations de ciment sont temporairement interdites au Gabon. Cette mesure, valable pour une période de 2 ans, vise d'une part à réguler le marché gabonais du ciment et d'autre part à valoriser la filière tout en protégeant les investissements dans le secteur.
Autre raison évoquée par les autorités gabonaises en interdisant l'importation du ciment dans le pays, la protection du consommateur, celle du circuit de distribution, sans oublier la préservation du pouvoir d'achat des ménages. Cette mesure aidera par ailleurs le Gabon à mettre en place un programme d'industrialisation par les acteurs du secteur industriel, à créer un tissu entrepreneurial industriel sur les chaînes de valeur de l'écosystème de la transformation industrielle et à assainir le circuit des importations du ciment. Tout ceci en préservant les emplois existants et en créant d'autres en faveur des travailleurs locaux. Lancement à Bigon de l'Institut panafricain de la gouvernance économique et financière, IPAGEF. S'exprimant à l'occasion, le professeur Charles Momoni, directeur général de l'Institut des relations internationales et des études stratégiques du Bénin, a traduit les ambitions nourries par ses initiateurs. L'harmonisation et l'uniformisation des méthodes de bonne gouvernance économique et financière des pays africains en général et ceux de l'espace francophone en particulier, en vue de l'amélioration notable de leur classement sur le palmarès mondial de la gouvernance. Une initiative soutenue également par l'Université francophone de Laval au Québec et les autorités ivoiriennes. C'est un institut, on l'a dit, qui va réfléchir sur cette question importante donc de la gouvernance économique, à la fois la promotion des méthodes, la formation et l'échange d'expériences, la vulgarisation également sur l'importance de la gouvernance parce qu'il est de plus en plus établi que sans gouvernance, il est difficile d'atteindre l'émergence. L'IPAGEF sera basé à Bigon, à l'École nationale de statistique et de l'économie appliquée, un établissement qui contribue depuis 20 ans au renforcement des systèmes statistiques nationaux en Afrique avec plus de 3000 diplômés de 20 nationalités. Le prix de vente du maïs a de nouveau flambé au Kenya. Il est passé à 5 849 shillings, soit 56,1 $ pour le sac de 90 kg, ce qui équivaut à une progression de plus de 67% par rapport au prix pratiqué en février 2017. Ce nouveau prix représente aussi un nouveau record dans la région est-africaine et se justifie par le déficit de 24% de la production attendue pour cette année, en raison notamment de la sécheresse et de l'invasion de chenilles légionnaires qui ont eu des retombées néfastes sur les rendements de la culture. Le prix pratiqué aujourd'hui intervient après l'annonce par les autorités kenyanes d'un programme de 6 milliards de shillings pour la subvention du maïs importé afin de tirer les prix de la farine vers le bas sur le marché intérieur. Notons que le maïs est, avec le blé, l'une des principales cultures vivrières du Kenya et représente le principal aliment de base du pays. Depuis 2013, le Kenya affiche un taux de croissance qui oscille entre 5,4 et 5,9%. Essentiellement porté par la consommation de ménages de plus en plus nombreux et les investissements publics, cette croissance n'a pas, selon les analystes, bénéficié suffisamment aux pauvres et reste gangrénée par une corruption endémique. Nous avons vu une détérioration significative. Il est clair pour tout le monde que les niveaux de corruption n'ont pas diminué et j'ai bien peur qu'il faille une volonté très forte pour vaincre la corruption. En plus de la corruption, le Kenya a vu ces dernières années sa dette augmenter de plus de 10 points. Cette dette dépasse aujourd'hui les 50% du produit intérieur brut du pays. Je dirais que le point fort est l'argent investi et déployé pour les infrastructures. Le Kenya est un État en transit, c'est la route vers la mer pour plusieurs pays. Son avantage géopolitique est le fait que tout le monde doit traverser le Kenya pour aller sur la mer et atteindre les marchés mondiaux. Ainsi, l'investissement dans le chemin de fer, qui a été le plus important investissement unique réalisé par le Kenya depuis l'indépendance, était très important, mais aussi destiné à assurer la position de l'état de transit géopolitique du Kenya. Pour Ali Kansachu, le Kenya doit maintenant travailler à échelonner correctement ses prochains investissements. Il s'agira ensuite pour le pays de récolter
les bénéfices des investissements réalisés. La production mondiale de maïs s'est établie à 1036,9 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018. Ce chiffre, publié par le département de l'agriculture des États-Unis, représente une hausse de 0,5% par rapport aux prévisions de juin 2017 et de 7% par rapport aux estimations de la campagne 2016-2017. En ce qui concerne les prévisions de juillet 2017 de la consommation mondiale de maïs, elles sont établies à 1063,6 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, soit un renforcement de 0,1% et 10,1% par rapport respectivement à celles du mois de juin et aux estimations de 2016-2017. Par ailleurs, l'abondance des récoltes enregistrées en Amérique du Sud a affaibli les cours du maïs. Ainsi, la variété argentine a vu son cours reculer de 7,3% en juin 2017. Comparé aux chiffres de 2016, ce coût a baissé de 3% sur les 6 premiers mois de 2017. « 23 ans après le génocide, le paysage de Kigali s'est radicalement transformé. Les tours de verre sont le symbole d'un Rwanda qui avance. Le Convention Center, une enceinte de 2600 places flambant neuves, incarne l'ambition de tout un pays, devenir une économie basée sur les services et un hub régional du tourisme d'affaires. Nous devrions réduire la part de la population qui travaille dans le secteur agricole, qui représente toujours 70% des travailleurs, et avoir plus de personnes qui travaillent dans l'industrie et les services. Et une fois que nous y serons parvenus, notre ambition en tant que pays, c'est que le Rwanda devienne une économie basée sur les services et la connaissance. Suivant cette même stratégie, le pays investit massivement dans sa compagnie aérienne, Rwandair. Mais dans un pays dont le PIB est inférieur à 9 milliards de dollars, le risque d'un dérapage des dépenses publiques n'est pas à exclure. Lorsque nous évoquons les paris et les risques, le gouvernement a mis en place ses infrastructures, les routes, la compagnie aérienne, le centre d'exposition et les hôtels financés par le secteur privé. Donc désormais, il faut que le secteur privé prenne le relais. Si le secteur privé se fait encore attendre, le FMI considère que la dette publique n'est pas alarmante et que la stratégie du Rwanda est la bonne. Mais ce développement effréné semble loin, très loin des préoccupations de certains Rwandais. 39% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Ici, il y a beaucoup de chômage. Comme vous voyez, beaucoup de gens restent au bord de la route et n'ont pas d'emploi. Alors le développement, c'est bien, mais ça devrait nous donner du travail. En 10 ans, plus d'1 million de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté, même si, selon la Banque mondiale, le Rwanda reste le pays d'Afrique centrale où les inégalités sont les plus grandes. L'épidémie de la grippe aviaire est de retour au Zimbabwe. En effet, un second foyer de cette épidémie de type H5N8 a été confirmé dans une ferme avicole commerciale située à 25 km de la capitale Harare. À juste titre, la totalité des oiseaux affectés a été abattue et la ferme restera en quarantaine durant 3 mois. On estime à 7845 le nombre d'oiseaux tués par l'épizootie dans le pays. Parallèlement, ce sont environ 140 000 oiseaux qui ont été abattus selon le département américain de l'agriculture. Une situation qui a poussé le Botswana, le Mozambique, la Zambie et l'Afrique du Sud à suspendre leur importation de poulets vivants, de viande ainsi que d'œufs de table en provenance du pays.